Bonjour, bienvenue dans ce point bourse du 4 novembre 2024. Alors aujourd'hui, on va parler d'un petit point sur le Bitcoin. On parlera de l'agenda de la semaine avec les chiffres économiques qui tomberont, de l'élection américaine, surtout demain, avec les élections demain. Enfin, les actions avec les grosses variations sur le CAC 40 et les actions toujours intéressantes à suivre et qui ont bien bougé. Alors, comme d'habitude, avant de commencer, je rappelle que les informations et analyses données sur cette chaîne sont données à titre indicatif et ne peuvent pas être considérées comme un conseil en investissement. L'investissement en bourse est risqué et vous êtes responsable de tous les investissements que vous faites. Alors, au niveau des chiffres, aujourd'hui, on a eu les PMI manufacturiers, ça mesure notamment la santé du tissu économique, notamment sur le manufacturier. Donc en Europe, on a eu Espagne, Italie, France, Allemagne, Europe notamment. Et il ressort qu'en Italie, France, Allemagne et en Europe au global, on est sous les 50, c'est-à-dire qu'on a une contraction du secteur manufacturier, donc on est en baisse sur ces niveaux-là. On est à 46 en Europe, entre 43 en Allemagne, 44 en France, 46 en Italie. Le seul point positif, c'est en Espagne, où on est à 54,5, et ça, on l'avait dit déjà depuis plusieurs semaines, l'Espagne qui superforme un peu ces derniers mois, depuis quelques mois, donc au niveau européen, c'est une économie qui revient assez fort. Alors avec ce qui s'est passé dernièrement et les intempéries, ça va évidemment les impacter un petit peu. Mais Valence, c'est pas vraiment le poumon économique du pays, mais ça va quand même leur coûter quelques dixièmes de points ou quelques points de croissance à venir, c'est évident. Donc ça c'était pour aujourd'hui. Demain on aura surtout à suivre aux États-Unis, 15h45, 16h les PMI services et manufacturiers, évidemment l'élection. Et c'est un peu ça que tout le monde attend, je pense, sur les marchés, encore que l'impact sera pas forcément énorme. On n'a pas enfin, même si les programmes sont plutôt différents, il n'y aura pas, je pense, de gros impacts sur tous les secteurs, même si a priori la crypto, comme on a ici, est plutôt favorable pour les deux, même si Trump est peut-être plus pro-crypto que Harris. Dans l'ensemble, le niveau action et marché devrait réagir plutôt correctement. Peut-être mieux avec Donald Trump qui préfère aussi les grosses valeurs américaines comme les GAFAM, notamment les grosses tech, et les risques de démantèlement qui seront peut-être plus faibles avec Trump qu'avec Harris et les démocrates, à voir. Mercredi, on aura également les PMI services en Europe, donc tous les pays cités aujourd'hui donneront leurs chiffres, et là on espère pour la plupart être au-dessus des 50. Et on aura jeudi la Banque d'Angleterre, la Bank of England, qui va donner probablement une réduction de ses taux en passant de 5% à 4,75 sur ses taux directeurs, donc suivre un peu l'enclenchement qui a été fait de la part de la Fed et de la BCE avant elle, pour baisser les taux. On l'attendait depuis un moment aussi, la Banque d'Angleterre. Finalement, elle a reculé. Et jeudi, à 13h, on devrait avoir enfin cette baisse des taux effectifs. Donc là aussi, ça peut être intéressant, notamment pour jouer les devises, le Forex. On devrait avoir un réajustement avec un prix de la livre qui pourrait enfin peut-être baisser par rapport à d'autres paniers de valeurs. Et enfin jeudi, grosse journée aussi, parce qu'on aura l'inscription hebdomadaire au chômage comme d'habitude. Alors les chiffres à surveiller, parce qu'on a eu des créations d'emplois qui étaient minimes. Alors il faudra voir s'ils vont être révisés, de combien ils vont être révisés, mais ça commence à être un peu limite. On a eu commande à l'industrie aussi aujourd'hui aux États-Unis, qui est revenue négative. Donc à surveiller toujours le marché américain. Et puis à 18h, on aura les importations et exportations en Chine. Là aussi, ça pourrait être intéressant. Et enfin, 19h, jeudi toujours, la Fed qui devrait elle aussi baisser ses taux. On est à 5%, on devrait aller à 4,75. Donc c'est la fourchette haute, 5 à 4,75. Donc baisser à 4,75 et en dessous. Pour les taux directeurs, donc a priori, on ne devrait pas avoir de grosses surprises parce qu'on le voit sur
pas mal de chiffres américains et dont les créations d'emplois qu'on a eu récemment. On a quand même un tassement de l'économie, même si on a plus ou moins la moitié des chiffres qui montrent une certaine résilience du côté américain. On a l'autre moitié des chiffres US qui montrent un ralentissement, donc la baisse des taux devrait arriver, et donc le marché à action devrait bien réagir avec cette baisse des taux de 0,25. Si c'est pas le cas, il faudra s'inquiéter, je pense, vendredi matin, mais a priori, on ne devrait pas avoir de surprise et bien avoir une baisse de 0,25. Vendredi, il n'y aura pas de chiffres plus ou moins intéressants. Le Bitcoin, donc, qui est allé chercher sa résistance. Un nouveau plus haut, hein, parce qu'on est monté autour des 73 592 $. Une petite conso, mais on est toujours haussier. Moi, ce qui me plaît, c'est qu'on a cassé relativement facilement ici les 68 000 et qu'on allait chercher un nouveau plus haut. Derrière, alors oui, on rend un petit peu, mais on revient sur la moyenne à 20. On attend forcément les élections américaines, donc ça serait plus le côté Trump qui pourrait doper un peu plus le Bitcoin. Mais même avec Harris, hein, je pense que le plus dur est fait et que la validation de la sortie du canal haussier du Bitcoin me semble effective. Donc on peut même revenir ici, hein. Revenir ici, un peu travailler l'ancien haut du canal baissier et repartir après. Donc pour moi, c'est plutôt toujours favorable sur l'arène des cryptos. On va regarder le CAC 40 avec une petite baisse aujourd'hui, moins 0,5 et des résultats. Toujours, alors il en reste quelques-uns, il n'y en a pas eu énormément, mais toujours un peu de mal à confirmer. Et je pense que là aussi, on attend un peu d'avoir le résultat des US pour véritablement lancer la tendance pour peut-être ce qui va être la fin d'année. Et comme d'habitude, on va plutôt faire du stock picking que les secteurs, parce qu'on voit des actions assez différentes, avec des trajectoires assez différentes selon le même secteur. On regarde juste les Luxottica, plus grosse variation du jour et tout nouveau plus haut historique. Alors c'est plutôt une valeur défensive, on va dire, pas un gros rendement, mais une tendance plutôt toujours forte et une action de long terme, hein, probablement sur Essilor. Donc on a la confirmation aujourd'hui, ça continue d'aller vers le haut. Téléperformance à surveiller, on l'avait joué peut-être un peu tôt. On revient là avec ce qui semble intéressant techniquement, c'est ça. C'est le rassemblement de toutes les moyennes mobiles. 20, 50, 100, 150, 200 en l'espace de 7% autour du cours. Donc un tassement qui peut être intéressant, hein, si on arrive à recasser vers le haut. Alors là aussi, le problème, c'est qu'il faut intégrer l'IA et prouver un peu que l'IA permet de faire des économies à Téléperformance. Ce que leurs concurrents ont fait notamment, et ce que Téléperformance a du mal encore à intégrer dans ses chiffres. Donc pour l'instant, c'est ça qui pèse, mais si elle arrive, on devrait avoir un Téléperformance qui remonte parce que la dévalorisation a été assez flagrante. STM comme d'hab, hein. STM c'est un des plus faibles dans le secteur semi-conducteur. On joue pas les plus faibles généralement, hein. On joue les plus forts ou les outsiders, mais ceux qui donnent quand même des gros signes de faiblesse, plutôt à éviter, hein, forcément. Et à Schneider Electric, petite baisse, mais rien de catastrophique. D'autant que les chiffres donnés notamment sur l'économie d'énergie, la gestion d'énergie, et ce qui va servir dans les data centers qui sont amenés à augmenter. On a un marché qui va être super important pour Schneider et c'est un marché qui prend de plus en plus de pourcentage, hein, en termes de chiffre d'affaires et de revenus sur Schneider Electric par rapport à son marché d'origine. Donc on les voit là aussi plutôt positifs. Donc les baisses, hein, seront plutôt à acheter, je pense. On le voit, c'est probablement pas terminé. Éventuellement un retour ici autour des 215, mais sur Schneider, ça s'achètera pour jouer le moyen terme. Et on va regarder quelques valeurs intéressantes, notamment de CRSI, plus 4,6, hein, de CRSI, 3 journées avec des volumes assez importants. Je pense que le destin de CRSI est en train de se jouer là pour les prochaines semaines. Et on est vraiment entre deux. Alors on sent que ça se bat entre les acheteurs et les vendeurs.
On a aujourd'hui encore une énorme figure, parce elle fait 10%, hein, plus de 10% entre le bas de la mèche et le haut de la mèche. Il y a 10% hein, durant la journée, des volumes monstrueux, une cassure d'oblique court terme, a priori pour relancer la hausse, mais à la fois, donc ça c'est positif, et à la fois on a quand même un échec autour de la moyenne à 200 qu'on n'arrive pas à dépasser. Donc pour l'instant, elle est prise un peu entre les deux, entre la confirmation de la cassure, de l'oblique, du support, de la relance, mais de l'impact sur la moyenne à 200. Donc je pense qu'il faut quand même la surveiller, parce qu'on a des gros volumes qui sont soutenus généralement quand on a une journée avec gros volumes et après ça reprend. C'est pas forcément très pertinent, sauf si c'est éventuellement sur des résultats. Mais là, plusieurs journées comme ça, avec des volumes énormes, oui, il se passe quelque chose. On va le savoir très vite, je pense, à savoir s'il faut rentrer ou pas. Moi, c'est une action que je surveille, qui m'intéresserait. Et je suis pas loin de rentrer, parce que ça me semble quand même beaucoup plus positif que négatif. Il faudrait, je pense, quand même arriver rapidement autour des 4,1 pour confirmer la belle séquence sur 2 CRSI. On a également Ferrari. Ferrari qui donne ses résultats demain. Alors, traditionnellement, je crois que c'est à midi. Il me semble que c'est midi ou 13h, mais c'est en milieu de journée. Et c'est souvent assez volatile à ces moments-là. Pourquoi on peut s'intéresser à Ferrari? Bon, déjà, la tendance de fond, elle est largement positive. Le luxe qui est toujours un peu plus résilient que le reste, parce que pour atteindre le portefeuille du super luxe, bah, il faut quand même plus qu'une récession hein, par rapport à d'autres secteurs. Donc, c'est un secteur qui est généralement un peu plus fort. Et sur Ferrari, elle a aussi une nouvelle gamme, hein, je crois que c'est la F80, qui va être beaucoup plus chère, avec des marges beaucoup plus importantes, et qui va, ces prochaines années, dès cette année, commencer à rapporter énormément, et avoir un pourcentage aussi du chiffre d'affaires total super important. Hein. On parle de plusieurs dizaines de pourcents, rien que pour un seul modèle qui est en train de sortir. Et l'avantage Ferrari, c'est aussi qu'ils ont... généralement, ils baissent le nombre de voitures vendues pour avoir un nombre limité. C'est-à-dire que ce n'est pas un vendeur de masse, hein, c'est plutôt 299 exemplaires ou 399, etc. Et là, ils vont un peu l'augmenter justement sur des chiffres qui sont énormes. Des voitures vendues extrêmement chères. Donc je pense que ça va porter Ferrari probablement les prochains trimestres. Et alors on a fait un double échec sur les plus hauts autour des 450. Je serais quand même plutôt partisan de racheter Ferrari, parce que vu les derniers chiffres qu'elle nous a donnés, les dernières nouvelles aussi, au niveau technique, on est toujours haussier. On a donné quand même des signaux à chaque fois de force et de rachat. À chaque fois, les supports ont tenu. Alors éventuellement, c'est pas possible, c'est revenir ici, hein, perdre 5%, travailler les 413 ou les 410 et repartir. Mais je pense qu'à terme, ça va performer, ça va aller vers le haut, donc plutôt largement favorable sur Ferrari. Il y a aussi HubSpot qui peut se surveiller, parce qu'on les voit, alors pareil, cassure d'oblique, mais on est en train de faire échec ici sur la moyenne à 200, mais derrière, on rend rien. C'est-à-dire qu'on fait échec, et il n'y a pas véritablement d'échec, on est plutôt en train de la jouer et de la tester pour la casser. On l'a frôlé déjà le 14 octobre. Là, on y revient, mais derrière, on perd rien. On est toujours dans cette tendance un peu à voir les plus bas de plus en plus haut. On tape au plafond, et il y a un moment où ça va céder et ça va relancer. Hein. HubSpot, c'est dans les CRM notamment, les logiciels pour la gestion hein, des entreprises, notamment pour la gestion client ou stock. Sur HubSpot, plutôt favorable aussi. Attendre éventuellement la confirmation sur un débordement des 580 ou des 575, mais 580 ça serait mieux, pour avoir une belle rentrée sur HubSpot. Je pense que là le travail aussi est quasiment en passe d'être fait,
et ça peut être intéressant. On a également Rexel. Alors moi je suis déjà dessus hein, sur Rexel. On a eu cette annonce avec le gap haussier. Derrière, on a la consolidation forcément. Et on ne comble pas le gap hein, entre les 22,98 et le plus bas des 24,25 dernièrement. Il y a toujours un gap. Il y a cette phase de congestion duquel on sort peut-être aujourd'hui. On est au-dessus de toutes les moyennes. On retire un petit peu les Bollinger. Il faudra que ça soit confirmé demain. Au niveau des indicateurs, pareil, la MACD, on revient quasiment sur la ligne des zéros. On n'a pas encore l'inversion de tendance. On l'aura peut-être demain sur confirmation. Mais on a souvent quand même des belles journées avec pas mal de vert et puis des achats hein, sur Rexel là aussi avec l'électrification qui revient. Ah, il y a une valeur que j'ai oublié de regarder aussi que je voulais voir vendredi. C'était Serge Ferrari. Serge Ferrari dans la construction. Donc on a beaucoup de chiffres hein, sur la construction avec le ralentissement et on a du mal à repartir. Mais potentiellement, on sent que le plus dur est fait, que le bas hein, est derrière nous et que ça va reprendre. Alors, on n'a pas encore des chiffres d'une reprise énorme, on l'a vu aussi avec Caterpillar, mais sur Saint-Gobain, ça reprend déjà un petit peu. Là, on le voit sur Serge Ferrari avec des belles reprises. Les volumes sont pas terribles, c'est une petite valeur, Serge Ferrari. Mais oui, parce qu'on est en train de tenir plus ou moins le plus bas ici de 2021. On le voit, hein, on l'a un peu testé, mais à chaque fois, finalement, on en revient. Et puis cette très grande phase aussi alors de congestion, pas vraiment, parce qu'en termes de temporalité, ça met presque un an, donc on peut pas dire. Mais oui, c'est aussi, si on prend une unité de temps un peu plus longue, c'est aussi de la congestion avec des plus hauts de plus en plus bas, un plus bas sur support, donc une baisse de la volatilité, et puis là, un rassemblement des moyennes, une cassure. Alors à confirmer forcément, parce que là on a fait quoi? On est venu la toucher et puis à chaque fois, les dernières fois qu'on est venu la toucher, on a tout rendu, mais plus on avance dans la figure, plus on a de chances de casser et de lancer le signal. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a quand même quelques pics de volume et que oui, plus on avance, plus on va retourner la tendance avec des chiffres macro sur la construction qui devraient repartir. Donc plus que Serge Ferrari, c'est peut-être un peu le bas de la tendance sur la construction qui semble avoir été actée. Alors, la reprise en V, non, pour un secteur comme ça, mais peut-être penser à des valeurs construction et plus tard électrification, alors comme Rexel, comme Schneider Electric, comme Legrand, sur lequel on peut déjà être. Mais il y a aussi pas mal de choses, je pense, qui devraient être positifs sur ces secteurs-là. Et j'avais également une biotech, hein, on avait parlé aux immunos, on en avait parlé ici, que c'était intéressant de racheter notamment hein, après le rebond du 17 septembre pour aller rechercher la résistance des 10. Bah, ça a été fait, et puis là on continue d'aller vers le haut. Alors on fait un petit gap, mais surtout une mèche haute, ça c'est jamais très bon. Hein. Une mèche haute, mais bon, on garde le gap, faudrait voir demain. Alors, éventuellement, en court terme, hein, ça se vend parce qu'on a gagné déjà 43% en un mois et demi. Maintenant, bon, c'est pas forcément des grosses lignes. Oui, la tendance elle est toujours plutôt forte. La grosse zone à chercher sur les 13, pas impossible. Éventuellement sur rachat, sur repli, mais oui, c'est toujours positif hein, aux immunos. Pas oublier quand même de prendre ses bénéfices sur ces valeurs-là qui sont très volatiles, ou au moins la moitié ou une partie, quand on a quand même gagné près de la moitié en pourcentage, hein, près de 50%. Il faut pas rester, je pense, ad vitam aeternam, parce que les plus hauts, une fois atteints, bah, souvent ils repartent vers le bas et plus ou moins à la même vitesse, et généralement plus vite. Hein. On va plus vite vers le bas que vers le haut. Donc pensez à mettre des stops quand même. Et on va voir, alors est-ce qu'il y en a une ici? Les valeurs abonnées. À voir Ruby avant. Ruby, elle est en train de tenir son support hein, à 22,14. Mais
le marché est pas quand même super favorable, hein. La tendance, elle est moche. Le gap, il est baissier. Il y a eu un profit warning. Aujourd'hui, c'est plus un coup de poker ou en anticipation qu'on prend Ruby. Moi, si je voulais plutôt jouer le gaz, je jouerais GTT, hein. C'est une belle valeur qui semble quand même dans des configurations plus intéressantes et que le marché valorise un peu mieux. On va regarder les valeurs abonnées. Si j'en ai pas oublié, parce que j'avais effacé la liste. Donc s'il y en a que j'ai oublié, n'hésitez pas à les remettre. Agrogénération, alors c'est le genre je vais faire... bon, les matières premières, on les fera demain. C'est le genre de valeur que j'aime pas du tout. Parce que, alors, outre les volumes qui sont très faibles, alors déjà, faible, alors oui, c'est à comparer avec le prix, hein, parce qu'on est à 6 centimes, donc vous multipliez 90 000 par 6 centimes, vous avez le niveau de valorisation par jour, hein, c'est très faible. Regardez les chandeliers, quasiment 1 sur 2. Il n'y a pas de mèche haute ou il n'y a pas de mèche basse. C'est-à-dire qu'on clôture ou on commence la séance et il n'y a pas assez de liquidité pour avoir un marché cohérent. Et ça, c'est en relation avec les volumes parce qu'il n'y a pas de volume. Donc, c'est ceux qui possèdent des grosses quantités, hein, qu'on peut comparer aux baleines notamment, qui vont faire un peu le cours et généralement qui font ce qui les arrange. Et ces phénomènes de très grosse volatilité qui sont rendus souvent dans la journée, bah, c'est ceux qui ont déjà les positions et qui détiennent beaucoup de positions qui sortent gagnants. Alors oui, on peut se dire, hein, faire du trading, on va gagner beaucoup, on fait combien là, 86% en une journée, mais très souvent vous êtes perdant parce que il n'y a pas de contrepartie, il n'y a pas de liquidité, à la fois pour rentrer et pour sortir, et vous êtes obligé de changer un peu vos ordres d'achat ou de vente en mettant plusieurs pourcents de décalage parce que au prix que vous voulez acheter ou au prix que vous voulez vendre, vous n'allez pas avoir d'acheteurs ou de vendeurs. C'est ça le problème. Donc, moi, j'évite. Et je vous conseille aussi d'éviter ce genre de saloperie. Maintenant, ça peut se tenter sur une petite ligne, vraiment très petite, en spéculatif pour se faire plaisir. On dit on va tenter un coup, oui. Mais sinon, en plus, 6 centimes, on attend quoi? Elle est déjà en encéphalogramme plat, hein. On attend éventuellement une énième augmentation de capital pour encore diluer les actionnaires qui sont là. Non, c'est ignoble cette chose-là. Il ne faut pas acheter. ASML Holding. C'était inquiétant quand même les annonces sur les futures commandes de puces, hein, réduites de moitié. Et je pense qu'il faut encore attendre parce que potentiellement on peut avoir toujours la deuxième vague, hein. Souvent on a des grosses chutes qu'on a eu ici, boum. Et après il y a une deuxième vague qui arrive souvent dans les grosses baisses comme ça. Ou alors on a 3 grosses journées de grosses baisses et après on commence à réagir. Là on l'a pas eu, on a eu la grosse baisse et on a peut-être la deuxième vague qui va nous amener ici, autour des 525. On n'a pas encore cassé, hein, on l'avait cassé ici, mais sur... non, c'est même pas... Ouais, c'est là. Juste une journée, et puis le lendemain, donc... en plus, c'était un jour avant, je crois. Ils ont annoncé leurs résultats un jour avant. Ils font n'importe quoi. Mais donc, non, parce que l'action s'est mise dans une tendance quand même négative et que statistiquement, il y a plus de chances d'avoir encore une mauvaise nouvelle, une descente, une grosse baisse de 10% sur ces valeurs-là. Alors oui, à moyen long terme, c'est probablement intéressant parce qu'elle fait partie des leaders et qu'elle a presque un statut de quasi-monopole sur la construction des machines qui servent à construire les semi-conducteurs. Mais la tendance a quand même été sérieusement dégradée. On se souvient de L'Oréal qui avait annoncé par son dirigeant le secteur du luxe allait beaucoup moins bien. La sanction, elle est arrivée petit à petit, mais on n'a fait que baisser. ASML aussi, il faut s'attendre peut-être à une baisse. Sur le moyen long terme, ça sera, je pense, rattrapé, mais autant l'acheter encore plus bas et dans quelques semaines que de se positionner un peu trop tôt sur une valeur qui a quand même donné des gros signaux. Et il y a potentiellement des gens encore qui ne sont pas sortis, qui vont peut-être sortir sur ASML.
C'est pour ça que avant de rentrer, il faut avoir les signaux, même si c'est pas cher, il faut avoir les signaux de re-rentrer, d'inversion de tendance, une communication énorme, des chiffres, des volumes, des tendances qui nous disent que le plus bas est passé. Et là, je ne l'ai pas, moi. Pour l'instant, oui, on a potentiellement quand même une grosse cassure ici à aller chercher pour les 530 avant de reconstruire et peut-être de recasser vers le haut. Alors oui, c'est pas cher, ça peut toujours être moins cher. Hafner Energy, ça fait rien, toujours dans son petit canal baissier avec baisse de la volatilité. On surveille les indicateurs, c'est intéressant. Peut-être penser quand même à se positionner en anticipation. Pourquoi? Parce qu'on l'a vu, quand ça pète, ça pète en une journée. Et si on n'est pas là, on a raté le haut, le gros, voire la totalité de la hausse, comme ça a été le cas sur les premiers gros runs là. Alors les deuxièmes, il n'y en a pas eu de gros chandeliers, mais les gros chandeliers, c'était les derniers. Donc oui, éventuellement, oui, de mettre des stop suiveurs avec sur déclenchement d'un niveau, on va dire sur les 1,17,2 par exemple, acheter ou surveiller l'action si on est derrière son PC. Mais oui, c'est potentiellement peut-être à se placer prochainement sur Hafner. HelloFresh. Le problème d'HelloFresh, ouais, c'est comme vente et livraison en ligne. Oui, alors on a eu beaucoup de valeurs comme ça qui ont explosé avec les confinements. Et derrière, ça a énormément baissé. Donc on a eu le Covid, le confinement, les explosions de livraison qui a bien fonctionné. Et puis après, les baisses de livraison, ça a baissé et on est revenu, même sur des niveaux. Là, on était où? Quasiment identique avant ce qui se faisait au confinement. C'est-à-dire que tout l'argent gagné pendant cette période et les quelques mois après, ils n'ont pas su en tirer quelque chose, malheureusement. HelloFresh, comme la plupart des autres acteurs du secteur, et finalement, on revient à des niveaux de valorisation assez bas. Alors, c'est quoi les catalyseurs qui peuvent refaire partir HelloFresh, à part des nouveaux confinements, on n'en voit pas trop, surtout qu'en plus il y a beaucoup d'acteurs sur le secteur, donc une grosse concurrence, et qui dit grosse concurrence et trop d'acteurs sur le secteur, ça veut dire que les marges vont baisser forcément, parce que chacun va essayer de baisser ses marges pour attirer le plus de clients. Et ça, c'est pas bon pour l'entreprise. Alors c'est bon pour le client, mais pour la valeur et pour les autres valeurs du secteur, c'est pas terrible. Donc c'est pour ça que sur HelloFresh, je n'irai pas trop et je suis pas trop favorable. Maintenant, si on veut le jouer techniquement et à court terme, faut attendre le comblage de gap sur les 11,41. Pour l'instant, fait échec. Voilà. Ipsos. C'est pas terrible, Ipsos. Grosse baisse. Par contre, on peut revenir sur des niveaux qui pourraient être intéressants sur le moyen terme, là ici sur les 43. Donc je pense qu'il y aura une réaction ces prochains jours. Une réaction qui devrait nous offrir un rebond technique, c'est-à-dire dans un premier temps, même pas vers l'oblique, ce sera un premier rebond, je ne sais pas quelle force il aura. Et si on tient les 43,2, on pourra peut-être éventuellement jouer l'oblique ensuite. Et la sortie d'oblique. Et tout ça, c'est le travail plutôt positif et le scénario positif. On peut toujours casser vers le bas. Donc, on voit que c'est encore trop tôt, je pense, pour s'investir. Et si on veut jouer Ipsos, c'est peut-être uniquement déjà dans une optique de... Même pas de retournement, c'est de rebond technique pour aller jouer les zones à venir. Alors, ce qui est intéressant, c'est que ça fait un moment qu'on est quand même au niveau du RSI en survente. Donc peut-être surveiller le jour où on revient au-dessus des 30, on est à 23 aujourd'hui, ça peut être pas mal pour jouer ce fameux rebond Nexans. Alors Nexans, ils ont décroché d'un coup. Et pas terrible, mais ils ont réagi en partie. On a perdu très rapidement. On a ouvert ici, on a perdu plus de 10%. Le gap, il est toujours là, il existe toujours, mais en 3-4 jours, on l'a quasiment comblé du tiers ou de la moitié. Et surtout, on est en train de valider un support à 127. Au niveau indicateur, la MACD, on n'a pas fini la conso.
Pas sûr hein, qu'on comble le gap ces prochains jours, mais ce qu'il faut voir sur un Nexans, c'est plutôt valoriser ce support ici à 127. D'autant qu'on a les moyennes les plus longues qui commencent à être éloignées. Donc c'est pour ça que forcément, il y a un moment où on va avoir soit des mèches comme ça à acheter, soit des périodes de consolidation à plat pendant plusieurs semaines, plusieurs mois, le temps que nos moyennes les plus longues retrouvent quasiment le cours ou au moins les Bollinger. Et là, comme on est un peu loin, hein, on est à 17%. Après une hausse continue de Nexans, c'est normal. Je pense qu'elle a besoin de digérer. Donc c'est ça. Actuellement, pas très intéressant d'être dessus. Peut-être, ce serait peut-être plus intéressant ici au mois de janvier 2025. Pluxee. Pluxee qui tente un rebond. Le problème, c'est que, je crois que j'avais répondu en commentaire, au niveau réglementaire, il y a l'Italie qui a, sur ces entreprises-là, notamment de services à la personne et de tickets restaurants, plafonné ce que les acteurs comme Pluxee et autres peuvent avoir comme commission. La France pourrait faire pareil, c'est-à-dire que ça coûterait quand même pas mal d'argent à ces acteurs-là. Alors c'est encore un secteur qui est pas forcément, qui est peut-être encore sous-pénétré et qui mériterait davantage de valorisation, mais il y a un risque réglementaire avec ces lois de plafonnement, de commission. Et actuellement, tant que c'est pas clair, la bourse va pas le valoriser, parce qu'on sait que la bourse, ce qu'elle veut, c'est de la visibilité et avoir des certitudes. Là, on est dans l'incertitude, ça baisse. SPI. SPI aussi, elle a baissé ces 2 derniers jours. Je crois que c'était sur résultat, il me semble. On les avait eu la semaine dernière. Et malheureusement, alors j'ai pas vu les résultats, je regarderai éventuellement. C'est pas génial parce qu'on fait quand même une grosse cassure sur un niveau clé de la moyenne à 200. Alors on perd 4%, c'est pas énorme, mais on casse cette belle dynamique qui aurait mérité de repartir un peu vers le haut. Alors actuellement, c'est pas encore catastrophique parce qu'on a ici cette zone hein, autour des 32-40 qui a servi souvent à SPI à repartir. On le voit ici au mois d'avril 2024, on le voit là au mois de juin 2024, on le voit là au mois d'août 2024 et on le voit là au mois d'octobre 2024. Donc cette zone-là, pour l'instant, on va même la mettre en vert, c'est le support à tenir. Autour des 32, environ 32,20. Si on tient, on peut continuer la séquence, donc à surveiller. Technip Énergie. Résistance, alors oui on l'avait dit, hein, acheter probablement le support pour aller jouer la résistance, c'est ce qu'elle est en train de faire. Donc si on est dessus, plutôt mettre des stops, je pense, autour des 23 ou des 23,40. Parce que les possibilités d'une prise de bénéfice sont quand même importantes. Autour des 24. Et puis se garder la possibilité de casser. Alors le truc quand même bien positif, c'est que les 2 dernières journées avant aujourd'hui, c'est des chandeliers énormes. On a pris 10%, ensuite on prend 6%, et puis on fait un petit gap ici qui n'a toujours pas été comblé, évidemment. Hop. Entre les 20,71 et 20,98, il y a un gap. Donc la tendance, elle est forte, mais il faut tenir. Donc je pense si on est dessus, essayer de mettre des stops ouais, autour des 23,40 peut-être. Puis si on vient les toucher, ben, on aura probablement encore une nouvelle fois aller jouer le range. Par contre, si on arrive à le tenir, ben, on peut casser enfin la grosse résistance et aller vers le haut. Voilà, j'espère que la vidéo vous a aidé. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez, les actions que vous suivez, les valeurs que vous suivez, les questions que vous avez aussi au niveau des chiffres, des métaux aussi éventuellement qu'on fera demain. J'y répondrai. Bon trade, à plus.